Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateformes, films, séries, documentaires, télé-réalité, e-sport, animés ou stand-up, rien n'est laissé de côté. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Et aujourd'hui, vu le sommaire, c'est un peu notre Dale Cooper. Bonjour Gauthier. Je suis ravi d'être Dale Cooper, merci beaucoup. Salut Romain. Notre invitée du jour, Juliana Grignon, scénariste de fiction, ciné et séries pour les plateformes et la télévision, et membre de Feu, le podcast à succès 2 heures de perdu. Hello, très contente d'être avec vous. Aujourd'hui, un gros plan sur la saison 2 de Severance, la série à succès très attendue, notre rubrique Ne cherchez plus, avec une reco de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Aujourd'hui, un petit peu exceptionnellement, parce qu'on a perdu quelqu'un qui nous était cher la semaine dernière, on va faire un gros plan sur le court-métrage What Did Jack Do, un court-métrage qui a été mis sur Netflix en 2020, donc Café Jack en français, un court-métrage signé David Lynch. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et vous retrouverez en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Entre thriller psychologique, œuvre conceptuelle et un peu complexe à appréhender parfois, une œuvre qui oscille entre science-fiction, anticipation et monde du travail, on va parler aujourd'hui de Severance de Dan Erickson et surtout de son retour pour une nouvelle saison. Tout ce qu'ils vous ont dit sur la dissociation est faux. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. On nous traite mal. On est malheureux là-bas. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette boîte ? Ma femme. Première des questions, et je vais me tourner vers notre invité qui, je sais, est particulièrement fan de cette série. Comment on pourrait expliquer le pitch de Severance ? Alors, on pourrait l'expliquer de manière assez simple, c'est-à-dire que c'est un monde en tout point semblable au nôtre, si ce n'est que des gens peuvent se dissocier pour aller travailler. Alors, qu'est-ce que c'est se dissocier pour aller travailler ? C'est-à-dire qu'ils se scindent en deux, en fait, pour avoir un mois du travail qui ne va faire que travailler pendant la journée et un mois de, on va dire, l'extérieur du travail. Et ces 2 mois ne communiqueront pas entre eux. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous dédoubliez pour oublier votre journée de travail et ne faire que vivre, on va dire, en dehors. Mais peut-être que ça laisse place à la création d'un autre être en vous. Je sais pas si c'était très clair, mais je pense que j'ai tenté. Si, c'est bien, c'est bien. Gauthier, tu as rattrapé Severance, il me semble que tu l'as pas vu à sa sortie. Oui, j'ai regardé la saison 1 très récemment et effectivement, j'ai été moi-même happé et très curieux de ce monde, d'une part où les travailleurs ne se souviennent pas d'avoir travaillé, les gens qui sont à l'extérieur du monde du travail ne se souviennent pas de ce qu'ils font au travail, vivent sans jamais le souci du travail en tête, ce qui fait qu'à l'inverse, ceux qui sont à l'intérieur, évidemment, vivent comme s'ils travaillaient tout le temps et qu'ils dormaient pas du tout, et évidemment, ça va mener vite à la question du libre arbitre de ces nouveaux êtres qui sont enfermés dans un monde de travail, et en plus de ça, c'est surtout la stylistique de tout ça qui va être très marquante, puisque on les suit au travail plus qu'en dehors du travail, et ils sont en train de travailler dans un non-lieu absolu, fait de couloirs en préfabriqués interminables, ou d'open space un peu rétro, puisqu'ils travaillent sur des ordinateurs qui ont l'air de sortir des années fin 70, début 80, et ils sont perpétuellement en train de brasser des chiffres et de les regrouper de manière hyper curieuse, sans savoir eux-mêmes pourquoi ils font ça. Donc c'est un peu un puissant fond de chiffres à regrouper, et ils le font en respectant des quotas. On ne sait pas à quoi correspondent ces quotas, etc. Donc ils ne savent pas eux-mêmes ni qui ils sont à l'extérieur, ni quelle est la nature du travail qu'ils fournissent au quotidien. Donc leur vie a vraiment aucun sens, quoi.
Juliana, justement, Gauthier parlait de cette esthétique visuelle et sonore aussi, hein, assez marquée. Tu penses que c'est cet univers qui contribue à la narration et au ressenti des spectateurs ou ça va plus loin ? Je pense que c'est très intéressant ce qu'ils ont posé là, de par déjà la musique de Théodore Shapiro qui est vraiment entre quelque chose de mystérieux et il y a une vraie tension. Enfin, je trouve que ça nous enveloppe. Et parfois, il y a des morceaux presque qui pourraient partir sur de l'hypnose, presque sur des moments de la série un peu plus deep. Et moi, ça me fait penser à The Stanley Parable, qui est ce jeu de vidéo sur PC d'il y a quelques années, où en fait on est en vue subjective et on est dans ces couloirs qui sont presque en tout point similaires à ceux de Sévrance, et on erre pour trouver un petit peu le sens de notre mission. Et moi, je trouve ça très, très, très intéressant d'avoir voulu développer une série qui parle du travail, en tout cas, ou de notre rapport au travail, dans cette espèce d'univers labyrinthique, froid, et comme tu le disais, Gauthier, effectivement, dans lequel on comprend rien, quoi. Enfin, et on en vient même à se demander quel est le sens du travail. Et donc le fait que l'esthétique rejoigne le fond de la série, je trouve que c'est assez intéressant, et ça crée évidemment du mystère pour les petits scénaristes en nous qui voulons créer des théories et se demander qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, qu'est-ce qu'il n'y a plus derrière cette porte, et où va nous mener ce couloir, en fait. Ou qui est cette société pour qui tous ces gens-là travaillent. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils produisent, quoi. Je rappelle au casting quand même Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Christopher Walken. On est quand même sur un gros casting. Oui, c'est bien que tu rappelles ça, parce que effectivement, moi, c'est un petit peu ce qui m'a tenu en haleine aussi, c'est que quand j'ai fini par découvrir épisode après épisode, tout ça est très très mystérieux. Ça fait du bien de tomber sur John Turturro, qui est quand même un visage extrêmement familier des gens qui regardent les séries et surtout des cinéphiles. Et puis alors, quand tu te rends compte qu'il y a Christopher Walken là-dedans, tu te dis waouh, génial. Enfin bon, c'est Voyage au bout de l'enfer et tout ça, quoi. C'est quand même une légende, le gars. C'est pas Patricia Arquette qui joue le rôle de la patronne. Si. Voilà, donc ces visages familiers quand même te raccrochent à quelque chose qui est très très froid au départ. Et puis je rappelle aussi simplement que Severance était un film il y a 20 ans et que ça n'a pas de lien avec ce film qui était une comédie horrifique, très sympathique par ailleurs. Mais voilà, c'est deux choses totalement dissociées. Ça a un petit lien avec un autre film, par contre, pour le coup, qui a été une grande inspiration pour le créateur, qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et tant dans la façon dont donc Eternal Sunshine, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est donc la possibilité d'oublier une personne que vous avez aimée en l'effaçant de vos souvenirs et de votre mémoire. Donc il y a quand même pas mal de liens qui sont faits entre les deux créations. Et c'est intéressant aussi d'être allé chercher Adam Scott, qui pour le coup est habitué au rôle de comédie et qui là va aller vers quelque chose de plus on va dire sombre et un peu plus triste aussi dans son interprétation, comme Jim Carrey l'avait fait dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc je pense qu'il y a pas mal de parallèles aussi avec ce film qui sont intéressants, et le créateur Dan Erickson disait lui-même qu'il s'en était beaucoup inspiré. Je sais plus si tu l'avais dit, Romain, mais il y a Ben Stiller qui est à la caméra de beaucoup d'épisodes, donc c'est lui qui est à la réalisation. Ça aussi, ça fait un peu figure de produit d'appel. Pour finir, on se dit, tiens, Ben Stiller, il y a certains de ses films que j'ai bien aimés, donc pourquoi ne pas aller voir ce qu'il fait en série. Moi, le seul petit défaut qui est resté dans ma tête à travers cette saison 1, c'était de me dire, j'aime beaucoup le personnage féminin. Donc la série démarre avec une nouvelle travailleuse qui arrive là, et donc il faut lui expliquer doucement, pas à pas, quel est ce monde, quels en sont les codes, qu'est-ce qu'elle fait là et pourquoi elle y est, etc. Et elle... Comme un premier jour de boulot. Oui, enfin. comme un premier jour de boulot, exactement. Et elle se rend compte immédiatement du gros problème qu'il y a dans ce monde, c'est que elle veut bien que ce qu'on appelle les externes, c'est-à-dire la personne qu'elle est en dehors de la société, a utilisé son libre arbitre pour la mettre, elle, à l'intérieur de la société. Mais elle, quand elle est à l'intérieur de la société, elle a plus de libre arbitre. Et ça, pour un être humain, c'est horrible. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour quand même avoir un levier de manœuvre, une décision à prendre, avoir une sorte de libre arbitre dans ce monde de personnes qui n'en ont pas. Et ça, je trouve ça très cohérent, et je comprends pas très bien que tous les autres personnages ne se soient pas posé la question dès le premier jour, quoi, et se soient laissés happer par ce monde du travail absurde. C'est le seul truc qui se heurte un petit peu à ma crédulité. Mais comme nous tous, peut-être. Peut-être quand on a besoin d'un travail. Non, mais en vrai, moi, je trouve que c'est intéressant justement de poser cette question à travers ce personnage. D'ailleurs, dans la première version du pilote qui a été écrite, c'était pas le personnage de Ellie qui devait se réveiller sur la table, c'était le personnage de Mark.
Donc c'est intéressant aussi d'avoir voulu changer ça pour que lui soit plus en accompagnant, sachant ce qu'il va traverser émotionnellement dans la saison 1 aussi. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça questionne aussi nos propres rapports au travail, enfin à chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le choix non plus que de faire un travail ou un autre. Et le fait qu'on ne se pose pas forcément de questions sur le sens de ce travail, et en tout cas cette capacité de libre arbitre quand on est au travail, raconte aussi quelque chose de notre société et aussi de l'état dans lequel nous pousse la société capitaliste, je dirais jusqu'à dire. Mais bon. Oui, parce que si on gratte un petit peu derrière ces tapisseries en moquette, j'ai envie de dire, effectivement, on découvre un univers qui est assez froid et qui une sorte de miroir, alors déformant ou pas tant que ça, ou en tout cas symbolique de notre réalité, du monde du travail qui se durcit d'année en année, etc., etc. Oui, et c'est peut-être ça qui est... Alors, pour le moment, je n'ai vu qu'un seul épisode de cette nouvelle saison, puisqu'il n'y a qu'un seul épisode qui est disponible. À l'heure où vous entendez ce podcast, il doit y en avoir un deuxième. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, justement, avec ce monde du travail dans lequel on revient, puisqu'on en a été sorti, justement, dans le dernier épisode de la saison 1. Les inters, ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise, avaient réussi, par un coup de force, à aller à l'extérieur et à aller essayer d'alerter le monde extérieur sur ce qu'ils vivaient à l'intérieur de cette entreprise. Parce que c'est très difficile de se dire, maintenant qu'ils ont connu l'extérieur, ils vont retourner bosser comme si de rien n'était, quoi. En plus, on voit bien que ce premier épisode est fait pour nous réunir un peu l'équipe d'origine, nous faire retrouver nos personnages, nos 4 personnages principaux. Et au fait, pendant tout le premier épisode, on leur explique qu'on les remercie vraiment d'avoir fait ce coup d'éclat et d'avoir essayé de putcher un petit peu l'entreprise, parce que ça a permis à l'entreprise de se rendre compte de ses propres défauts et de mettre en place des petits trucs pour les conforter encore plus dans le fait que ce qu'ils font n'a pas de sens pour eux, mais a du sens quand même. Donc restez là, ne vous inquiétez pas, vous aurez des privilèges que vous n'aviez pas avant, on vous a mieux compris qu'avant. Et là, pour le coup, ça rentre beaucoup en résonance avec beaucoup de choses qui se passent en ce moment, je trouve. Genre, justement, ce final de saison 1 avait participé à permettre à Severance d'acquérir ses lettres de noblesse et de se faire particulièrement des fans à travers le monde. Juliana, on l'a dit au début, toi, tu fais partie de ces fans, je crois. Oui, alors moi j'avoue que j'ai fait du lobbying auprès de tout le monde très tôt sur cette série. Même à l'époque, on travaillait déjà ensemble. Et j'avoue que j'étais extrêmement fan de cette saison 1, justement parce que je retrouvais des émotions un petit peu comme quand j'avais pu regarder Lost en étant plus jeune, où il y avait aussi la place pour se créer ses propres théories, ses propres versions, ses propres idées, ses propres interprétations en tout cas de ce qui se passait et d'y projeter des choses. Il y a des pistes, il y a des indices qui sont quand même disséminés dans la série. Et moi, j'ai pris un vrai plaisir, en tout cas dans un premier temps, à me faire mes propres scénarios et à m'imaginer des choses et à créer des ponts et des liens. Et dans un deuxième temps, à aller essayer d'en apprendre un petit peu plus parce qu'il y a un e-book qui s'appelle The Lexington Letters qui est sorti sur Apple Book gratuitement, qui est un espèce de préquel, donc qui est un document de la société Lumon qui aurait fuité. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui ont été alimentées. Il y a aussi, donc, d'un point de vue plus loin, on va dire coulisses, là, ils ont sorti un podcast, donc Ben Stiller et Adam Scott, et ils reçoivent chaque épisode l'un après l'autre des gens qui participent à la série et ils font un débrief par épisode. Donc là, il y a une dizaine d'épisodes qui est sorti et ils vont continuer, je pense, pour la saison 2. Et en vrai, il y a pas mal de matière. Et après, bien sûr, Reddit est un endroit formidable pour ce genre de choses. Pour le coup, on peut aller s'aventurer dans les imaginations d'autres internautes. Et ça, c'est assez cool aussi de se dire « Ah putain, mais ça, j'avais pas vu. Mais en fait, c'est pas une si mauvaise théorie que ça. » Alors, si on se revient dans l'actu et justement à cette saison 2, 2 questions. Alors, je vous les pose comme ça. Vous saisissez les opportunités de réponse à la volée. La première, c'est est-ce que vous pensez que justement cette fascination va pouvoir se réitérer avec la saison 2 et de manière un petit peu par capillarité, qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2 ? Alors moi, je ne sais pas si l'accident va se reproduire une deuxième fois. Je l'espère, évidemment. Je croise les doigts. Je suis un peu restée sur ma faim après ce premier épisode de la saison 2. Peut-être parce qu'il y a un parti pris aussi de les garder à l'intérieur et que du coup, ça retient quelque chose là où j'avais besoin d'autre chose. Enfin, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, même si ça repose des choses. J'ai été un chouïa déçue que ça... Quand on finit aussi haut une saison 1, je pensais qu'on allait repartir assez haut, mais je comprends le fait d'avoir un mouvement aussi d'écriture, de pouvoir reposer des choses, mais j'espère qu'ils vont pas tomber dans leur propre piège.
de retenir des choses à tout prix pour tout nous donner en fin de saison aussi, comme ça peut être le cas sur certaines séries et certains arcs. Donc, je ne sais pas. Je sais il me semblait avoir lu un ou deux articles comme quoi la collaboration a été plus compliquée en saison 2 qu'en saison 1 en termes d'écriture, de production. Donc, je suis très curieuse, pour le coup, de voir s'ils vont réussir, en tout cas, cette espèce de tour de force d'arriver à faire une saison 2 au niveau de la saison 1. Alors moi je suis comme toi, il y a un petit côté retour à la case départ qui est un petit peu difficile à digérer, c'est-à-dire qu'on a l'impression de revenir au premier épisode de la saison 1 et de devoir refaire tout le match, alors que le cliffhanger de la saison 1 à la fin du dernier épisode était tellement sensationnel, on se disait là il y a un vrai coup de pied dans la fourmilière qui a été mis, donc on va pas du tout vivre la même chose dans la saison 2. Là c'est vrai qu'on a un peu peur de se dire aïe, la saison 2 va donc ressembler un peu trait pour trait à la saison 1, on risque de sentir que le temps est long. Mais ceci dit, deux petits points hyper positifs dans ce premier épisode de la saison 2. Déjà, il y a le retour du méchant de la saison 1, qui est un méchant hyper ambivalent et très rigolo, parce que c'est le patron, le méchant, c'est celui qui est censé les faire travailler et leur rendre ce monde confortable. Donc il est encore là à avoir trop le sourire, à être trop gentil avec eux, à leur offrir des petits ballons comme si c'était des enfants. Et ça, enfin, que ce soit lui le méchant, je trouve ça assez malin. Et surtout, maintenant, cette équipe de héros, cette équipe qui compte des données obscures à n'en plus finir, ils ont ce qu'on appelle un N+1, qui est une petite fille de 14 ans. Et ça, c'est vraiment chelou, parce qu'en même temps, ça les infantilise complètement. Et en même temps, il y a ce truc un peu vrai dans la vie, on se dit, quand on travaille, quand on est employé, on se dit, le jour où j'aurai un supérieur qui sera plus jeune que moi, comment je le prendrais et tout ça. Moi, ça m'est arrivé une fois et je me suis dit, au fait, je le prends très bien et je m'en fous complètement parce que je trouvais la personne légitime. Mais c'est vrai que si on appuie vraiment là où ça fait mal et qu'on te met un N+1 qui a 14 ans et tu dois lui dire bonjour madame et répondre à toutes ses demandes et tout ça, c'est hyper perturbant. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça pose aussi la question de est-ce qu'on peut séverancer, entre guillemets, les enfants, et est-ce qu'on peut les mettre au travail. Et pour le coup, ça aussi, c'est la première question d'ailleurs qu'il pose dans l'épisode, c'est est-ce qu'elle est dissociée en fait, ou est-ce que non, et on n'a pas la réponse, il me semble, dans cet épisode. Non, pour le moment pas encore. Juliana, à qui on conseille Severance ? Tout le monde. Non, mais en vrai, faut essayer. De toute façon, si ça vous plaît, vous resterez. Et si ça vous plaît pas, moi, j'avoue, je l'ai conseillé à énormément de gens avec des goûts divers autour de moi. Il y en a pas mal qui ont accroché, qui sont restés et qui sont très fans. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, écoute, le rythme, c'est pas trop pour moi. Parce que c'est vrai que c'est quand même une série dans la saison 1 qui prend son temps, avec une atmosphère. Donc, vous allez pas être sur des cliffs à chaque coupure pub, comme c'est le cas sur certaines séries de network. Voilà. Après, moi, mon conseil, c'est franchement, si vous trouvez ça un peu lent mais que vous êtes quand même intrigué, intéressé, restez, parce que ça sera payant sur la fin de saison, et pas que sur la fin de saison d'ailleurs. Ça va crescendo. Je trouve que la saison 1 elle est plutôt bien faite pour ça. Alors, je rappelle, c'est 9 épisodes en saison 1 et 10 en saison 2. Gauthier, toi, tu aurais tendance à conseiller ça à qui ? Je suis un petit peu pareil, c'est-à-dire que je pense que tout le monde peut s'y mettre, mais alors attention sur un truc, c'est qu'il faut avoir une certaine disponibilité de cerveau pour déjà le style de l'Uchronie, c'est-à-dire qu'on est au présent, mais on n'est pas vraiment au présent, on est dans un présent qui est comme un univers parallèle, et surtout, il faut être très disponible pour l'idée du mystère et de découvrir, pas un univers parallèle comme Star Wars, mais de découvrir un univers où on se pose énormément de questions. Et si au 3e épisode, vous êtes toujours un petit peu dans le rejet de se dire c'est trop bizarroïde, j'y arrive pas, peut-être arrêter là. Mais moi, j'ai eu une résistance à ça. Je me suis dit c'est vraiment très bizarroïde, mais je crois que je comprends là où ça va et j'ai envie de me laisser tenter. Donc voilà. Et pour tous les fans de théorie aussi, en général, qui ont envie de projeter des choses quand ils regardent des séries, ou qui aiment bien en tout cas faire ce travail, je sais que il y en a d'autres pas du tout, mais en tout cas, si vous aimez bien vous creusez le cerveau à essayer de savoir qui, pourquoi, comment et où, c'est le moment d'y aller, quoi. Alors justement, je vais te laisser le mot de la fin, et puisque tu l'as déjà fait plein de fois, si tu devais convaincre comme ça là, quelqu'un de regarder, tu dirais quoi ? Je dirais que c'est une série, quand on éteint sa télé, qui continue à nous accompagner et à nous faire réfléchir sur notre vie et sur plein de choses, comme The Leftovers, que je cale à chaque fois parce que c'est ma série préférée. Je trouve que Severance, ça fait partie des séries qui continuent de nous accompagner et de nous faire cogiter après qu'on ait éteint notre télé. Et généralement, quand on est
aussi excité à l'idée d'avoir une nouvelle saison, c'est que c'est plutôt bon signe, donc go. Merci à tous les deux, merci Juliana, merci Gauthier. Je vous rappelle donc que la saison 2 de Severance est disponible en exclusivité sur Apple TV+. Le premier épisode est sorti le 17 janvier 2025. Et je vous propose maintenant de laisser ce cher Marc Scout et ses collègues pour une recommandation qui fait tristement écho à l'actualité. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Et oui, aujourd'hui, Gauthier, une recommandation un peu spéciale, on l'a dit, parce qu'elle est liée à une disparition, celle d'un artiste majeur. C'est ça, jeudi dernier, on a perdu un des plus grands cinéastes, une légende vivante qui n'est plus vivante du coup. Et oui, à l'heure où vous écoutez ce podcast, sûrement ça vous paraît déjà un peu lointain dans l'actualité. Mais donc voilà, David Lynch nous a quittés. David Lynch était un cinéaste qui était extrêmement important pour moi. Il a fait 10 longs métrages, mais c'est un artiste assez complet puisqu'il a aussi fait des peintures, des sculptures, il faisait de la musique. Il a signé une excellente autobiographie qui s'appelle L'Espace du rêve et que je vous recommande vraiment. C'est un cinéaste comme il n'en existe pas d'autres puisqu'il avait son univers à lui qui explore, film après le film, le rêve et la société américaine. Il était obsédé par le cinéma, par l'âge d'or d'Hollywood, mais aussi ce qui a la couche de moisissure qu'il y a sous le vernis américain des années 40-50. Donc c'était un cinéaste très, très intéressant, dont l'œuvre, même s'il a fait énormément de courts-métrages, l'œuvre cinématographique est assez définie, déterminée, puisque 10 films, ça se regarde plutôt facilement. Et puis j'ai essayé de connecter ça avec Originals, et je me suis dit, mais il y a un court-métrage de David Lynch, commandé par la Fondation Cartier, il me semble, qui existe sur Netflix et qui s'appelle What Did Jack Do? On vous en lance un petit extrait. Who's gonna believe an orangutan? Maybe a jury, big boy. I'll see you and raise you 5. Donc, What Did Jack Do? Qu'a fait Jack? Et le dernier court-métrage de David Lynch, il en a fait d'autres après, il a fait des clips, il a fait des choses qu'on peut retrouver sur Internet, mais qui a été lancé officiellement sur Netflix en 2020. C'est un court-métrage en noir et blanc qui dure 17 minutes. Et alors là, attention, je vais vous raconter beaucoup de choses, mais qui sont toutes dans les 17 minutes de ce court-métrage. Ce court-métrage est un court-métrage à 3 personnages qui se retrouvent dans une gare qui a été encerclée par la police. Il y a David Lynch dans le rôle d'un inspecteur qui retrouve son suspect qui est un petit singe qui parle, et il y a très brièvement une serveuse qui vient leur apporter un café. Et c'est comme si on se retrouvait dans un film noir des années 40 ou 50, à la scène de fin, au moment où il y a tout le dénouement, au moment où le méchant se fait enfin attraper par l'inspecteur. Et là, ils règlent leur compte en champ contre champ, ils se parlent, ils s'expliquent tout, sauf que nous, on n'a pas vu tout le film qu'il y avait avant. Du coup, on n'y comprend absolument que dalle à ce qui se raconte. Alors déjà, il y a le truc de on parle à un petit singe. Ça, c'est déjà pas mal une dinguerie. C'est un petit singe, mais sur lequel on a greffé de manière numérique les yeux et la bouche de David Lynch. De David Lynch, tout à fait. Voilà, donc il parle avec la bouche de David Lynch. Donc c'est David Lynch qui se parle à lui-même, sauf que lui-même, c'est un petit singe. On découvre que le petit singe a tué quelqu'un parce qu'il est tombé fou amoureux d'une femme fatale qui est une poule. Une poule littérale, une petite poule blanche. Et on va se parler. En plus, ils se parlent vachement en expressions et en bons mots, en punchline anglaise qui implique souvent des noms d'animaux et tout. Donc, la manière dont ils parlent est déjà terriblement chelou. Et ils vont citer tous les personnages qui sont intervenus dans cette intrigue. Et on sait bien que le film noir, par excellence, c'est des intrigues méga compliquées où il y a tellement de personnages qu'on finit par plus savoir quelle est l'implication de tel et tel personnage. Et là, dans le dialogue, ils se citent tous les personnages, genre, est-ce que c'était de la faute de Marc? Mais non, Marc n'a rien à voir avec tout ça. Ah bon? Alors Lucie était ton complice. Lucie, mais non, mais je la connais à peine et tout ça. Et tu te dis, oh là là, ok, bon, j'y comprends rien. Et dans le dénouement, le singe finit par chanter. Voilà, il fait une chanson qui dure 2-3 minutes. Et ensuite, on voit la poule passer et il se jette à la poursuite de la poule. David Lynch sort son pistolet de sa poche et on se dit que le film
termine à peu près comme ça, enfin le film imaginaire qu'il y a avant ce court-métrage, on ne sait pas de quoi on a parlé, mais tout ça était terriblement lynchien, puisque il y a le goût du noir et blanc, le plaisir de faire du grand cinéma pendant 17 minutes, le plaisir de retrouver un petit peu un hall de gare des années 40-50 avec ce décorum américain, le plaisir de questionner le genre du cinéma classique américain, puisque le film noir était un des genres par excellence. Donc c'est drôle à dire, mais finalement en 17 petites minutes, totalement incongru, on a du David Lynch pur sucre, quoi, du David Lynch complet. Pour avoir lu une interview de David Lynch, il ne recherchait pas forcément à donner du sens à ses œuvres, mais à faire ressentir des émotions. C'est exactement ça. Puis, en même temps, il y a du sens et il n'y a pas du sens. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu ne te demandes pas tous les jours quel était le sens de ton rêve. C'est quelque chose qui s'expérimente un petit peu comme ça. Et lui, dans ses rêves à lui, il y a toujours un petit peu les mêmes ingrédients. Il y a l'Amérique qu'il a vu naître dans les années 40 et 50. Il y a le pourrissement, la moisissure qui fait partie un petit peu de l'expérience humaine de la vie. Il y a des références au cinéma qu'il aimait tant. Il y a tout ça à chaque fois dans son univers. Donc, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça, hein. Alors, Juliana, en dehors de ce court-métrage, comme on l'a vu, un ovni cinématographique, hein, quelque part. Bah oui, comme tout ce que fait David Lynch. David Lynch, sa vie, son œuvre, tu t'y intéressais un petit peu ? Oui, alors en plus, moi je suis passée par des études de cinéma, donc même si j'avais pas eu envie de m'y intéresser, je serais forcément tombée sur lui. Ce qui est très, très amusant aujourd'hui, c'est que en fait, moi au début, j'ai été complètement en rejet de David Lynch. On m'avait fait étudier Lost Highway à la fac. Et j'étais vraiment dans une démarche de mais je comprends pas, le gars il prend des décisions en buvant son café le matin, ça n'a pas de sens, est-ce que c'est pas un peu une forme de pas de paresse, mais j'étais vraiment en gros rejet de David Lynch pendant un long moment. Et je sais pas, peut-être qu'en vieillissant, il y a des films selon l'âge auquel on les voit, selon le mood dans lequel on est, selon notre vision aussi de la vie, du cinéma. J'ai rebasculé, mais complètement à l'inverse, en découvrant Mulholland Drive, que j'avais jamais vu, parce que je m'étais toujours dit que j'allais rien y comprendre et que ça allait plus me saouler qu'autre chose. Et en fait, je suis devenue surfan et j'ai revu beaucoup de films qu'il avait fait. Et c'est marrant, j'en avais plus du tout la même vision que quand j'avais 20 ans, quoi, ou même ado plutôt. Je pense que en fait, c'est aussi peut-être ma vision de la vie qui a un peu changé, justement sur ce que tu disais tout à l'heure. On trouve pas forcément de sens à tout dans la vie, donc pourquoi y mettre forcément un sens tout le temps dans le cinéma ? Et au-delà de ça, je trouve qu'en vrai, ce qui me fascine dans son cinéma, c'est qu'il y a peut-être pas de sens à proprement parler, mais c'est que chaque spectateur peut y trouver le sien. Et c'est ça qui me plaît aussi aujourd'hui dans la vision du cinéma ou de la fiction que j'ai. C'est aussi de se dire que chaque spectateur pourra y projeter quelque chose de différent ou de similaire, mais qu'en tout cas, c'est un espace de liberté aussi pour chacun d'entre nous que de voir ce qu'on a envie d'y voir. Et que c'est marrant, ça me rapproche aussi de Sévrance, c'est que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le fait de raconter des histoires, c'est qu'elles puissent parler à plein de gens sans forcément leur parler de la même façon. Et c'est là où je trouve que le travail de David Lynch est particulièrement réussi, c'est que c'est d'une poésie, déjà c'est magnifique en termes d'image, moi je suis subjuguée, et les personnages, c'est aussi des personnages qui restent avec nous après, auxquels on repense, c'est des scènes qui nous marquent. Mulholland Drive, moi du coup je l'ai revu plein de fois depuis, et c'est devenu ma petite obsession aussi, quoi. Donc une hateuse de David jeune, aujourd'hui une méga fan, quoi. Je voulais vous faire une petite confidence d'ailleurs, parce que à la fin des années 2000, j'aimais déjà particulièrement le cinéma de David Lynch, dont j'avais vu, je pense, tous les films. Et la personne qui est devenue mon épouse depuis m'a tiré sur la manche soir après soir après soir pour me dire « T'es sûr que tu veux pas regarder Twin Peaks avec moi ?» Et moi, je lui disais « Non, j'aime pas les séries, le format série, ça prend beaucoup trop de temps. » J'en avais vu quasiment aucune à l'époque. Et j'ai fini par me laisser convaincre. Et j'ai tellement adoré Twin Peaks, ça m'a tellement ouvert les yeux que depuis, elle et moi, on s'est mis d'accord pour donner le prénom de David Lynch à quelqu'un qui nous est particulièrement cher. Voilà. Et je rappelle que la reco du jour, c'est donc... comment on dit, Gauthier ? Ça s'appelle What Did Jack Do ? Café Jack. Et si je peux me permettre de rajouter Eraserhead, Elephant Man, Dune, Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks, parce qu'il y avait aussi un film avant la série. Alors c'est après la saison 2 et avant la saison 3. Il est coincé là. C'est un prequel en plus de la saison 1. Enfin, oui. C'est ce très David Lynch. Ne regardez pas le film avant d'avoir vu la série. Ah oui, d'abord la série et après le film, oui.
Lost Highway dont on a parlé, Une histoire vraie, Mulholland Drive et Inland Empire quand même si moi c'est celui sur lequel j'ai fait mon overdose. Ah oui, moi je sais pas si je serais capable de me le réinfliger une deuxième fois. Mon neveu l'adore absolument, et Inland Empire, mais c'est plus de 3 heures, c'est un petit peu difficile, mais bon. Merci Gauthier, merci à tous les deux, merci pour cette recommandation et on enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Prenez vos agendas. Aujourd'hui, on va parler des sorties marquantes de la semaine du 20 au 27 janvier. Et ça commence dès le 22. Du coup, depuis mardi est sorti Whiskey on the Rock. C'est la saison 1, c'est 6 épisodes sur Disney+. Whiskey on the Rock, c'est une série télévisée suédoise qui revisite avec humour et perspicacité un incident réel de la guerre froide. J'ai un petit pitch. Parce que ça se passe en octobre 81 dans la tranquillité... En fait, la tranquillité des côtes suédoises est brusquement perturbée lorsqu'un sous-marin soviétique s'échoue mystérieusement près de Klaxrona. Alors, désolé pour mon accent suédois. Et donc, alors que les autorités suédoises tentent de gérer la situation avec diplomatie, des personnages hauts en couleur, des malentendus culturels et des quiproquos politiques transforment cet incident en une comédie dramatique. On l'a compris, à travers les interactions entre les dirigeants suédois, mais aussi soviétiques et américains, Whiskey on the Rock, ça explore les dynamiques de pouvoir, la paranoïa qui était là, bien sûr, pendant la guerre froide, et bien sûr aussi les moments d'amitié qui surgissent même dans ces périodes de tension internationale. On pourrait dire que c'est un mélange captivant de suspense, d'humour et de réflexion politique. Ouais, ça fait un peu résonner en moi de manière un peu tragique l'histoire du Kursk qui était arrivé en 2000. Qui était un événement similaire, un sous-marin russe qui s'échoue au large des côtes suédoises. Ça s'était très très mal terminé. Il y a un film de Winterberg qui raconte cette histoire. Ouais. Le lendemain est toujours sur Disney+. Alors je vous le dis, c'est la semaine de Disney+. Là, cette semaine. Le 23 janvier, on a la version américaine de HPI. D'accord. Ouais. Ça s'appelle High Potential donc du coup c'est l'adaptation américaine donc de la série à succès française. La série suit Morgan, une mère célibataire dotée d'un esprit exceptionnel qui devient consultante pour le département des crimes majeurs du LAPD, donc de la police de Los Angeles. Vraiment, ça a l'air assez similaire à la version française. Je le sais parce que j'ai écrit sur la saison 1 de la version française et je crois que c'est quand même dans les cas polars et tout ça, ça reprend pas mal de choses, en tout cas. Donc même des intrigues d'épisodes même, c'est ça apparemment, que tu veux moi dire. j'ai pas encore vu parce que c'est pas sorti, mais oui, apparemment il y a même des intrigues d'épisodes ou des résolutions, des fausses pistes et tout ça qui sont reprises. Alors je sais pas si c'est sur tous les épisodes, mais en tout cas, oui. Si vous avez vu la saison 1 d'HPI, vous risquez de voir des petits échos. Et du coup, là, c'est Drew Goddard qui est la manette en main. Donc, on le connaît parce qu'il a réalisé La cabane dans les bois, Saltan à l'hôtel El Royal. Il va co-réaliser avec Lana Wachowski Matrix 5 et c'était le scénariste de Cloverfield, de World War Z ou du Daredevil de Netflix. Donc, pourquoi pas ? Oui, bon gars. Ouais, c'est quelqu'un de très compétent. Je suis surpris par... je n'avais pas eu l'information de Matrix 5. Ah oui. Je vais y réfléchir en rentrant chez moi. Le lendemain, et attention, surprise, toujours sur Disney+, un film cette fois. Un film, pour le coup, de Marielle Heller, avec Amy Adams, puisque donc ça s'appelle Night Beach, et donc c'est l'adaptation du roman de Rachel Yoder qui explore de manière satirique et surréaliste les défis de la maternité et de l'identité féminine. Pourquoi ? Parce que le film suit une femme au foyer qui, après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants, commence à développer des comportements canins, remettant en question sa perception de la maternité et de son identité. C'est vrai que la bande-annonce, quand elle est sortie, a fait quelques rebonds sur les réseaux sociaux. Amy Adams, on la connaît, on sait que c'est à chaque fois quelqu'un qui prend vraiment à cœur de se dévouer totalement au rôle pour lequel elle signe. Et là, c'est vrai que de voir cette actrice peu à peu développer une sorte de
un aspect sauvage en fait, mais pas au sens un comportement animal, quoi. Un comportement animal, oui, voilà, c'est assez troublant. Je sais pas si ça fait partie des choses que vous aviez notées. Si, Moi, bien je- sûr. ouais. Ouais. Moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Je trouve que, en plus, Amy Adams se fait assez rare parce que je crois elle a eu un enfant et qu'elle s'en occupe, j'espère, comme son héroïne. J'espère que ça va pas se finir pareil pour elle. Mais en tout cas, elle choisit ses projets. J'ai l'impression aussi de manière plus rare et plus délicate peut-être, je ne sais pas, mais à voir. Franchement, moi, je suis très intriguée par le pitch. Elle, je l'adore. Elle est quand même incroyable. Donc, j'irai regarder. Le 24 janvier toujours, on passe sur Paramount Plus avec section 31, section 31. Il s'agit donc du spin-off dans l'univers de Star Trek et c'est centré sur le personnage de l'impératrice Philippa Georgiou incarnée par Michelle Yeoh. Donc là, on va suivre ce personnage qui rejoint une division secrète de la Starfleet. Donc c'est en gros la fédération dans laquelle il y avait Kirk, dans laquelle il y avait Spock, etc., de Starfleet. Et donc cette section 31, elle est chargée de protéger la fédération des planètes et elle doit faire face aux conséquences de son passé tout en naviguant dans la complexité de cette organisation clandestine cette fois. Donc on l'a dit, c'est avec Michelle Yeoh. C'est un film, c'est pas une série. Et c'est à voir sur Paramount+. Michelle Yeoh, lauréate d'un Oscar, hein, maintenant. Il faut que je le répète pour que j'y croie. C'est quand même très étonnant. Mais Et surtout, Michelle Yeoh, qui interprète quand même un rôle dans Wicked, partie 1, que je C'est vous vrai. conseille à tous si vous ne l'avez pas vu. Ça aussi, c'est mon nouveau lobbying. Après Severance, Après Severance. toujours le 24 janvier, mais sur Netflix. Cette fois, on parle de Super Mal, une comédie française créée par Noémie Saglio, qui avait co-dirigé Connasse, princesse des cœurs. C'est disponible sur Netflix donc à partir du 24 janvier et c'est inspiré d'une série espagnole qui s'appelle Machos Alpha et qui suit 4 amis parisiens quadragénaires confrontés à des bouleversements dans leur vie amoureuse et professionnelle. Et la série donc de 6 épisodes explore avec humour et tendresse les défis de la masculinité moderne dans une société en constante évolution. C'est avec Manu Payet, Guillaume Labbé, Vincent Hénaine, Antoine Gaoui ou Sabrina Ouazani. Voilà, ça fait partie des nouveautés Netflix de ce mois de janvier. On enchaîne avec Prime Video. Décidément, on aura le quintet. c'est super. Et c'est encore une fois le 24 janvier. Grosse journée. Le 24 janvier, on est sur une série télévisée qui s'appelle Blind Spar. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ça avait l'air très bien comme ça. Mais voilà, je crois. C'est adapté du roman 1222 mètres au-dessus du niveau de la mer d'Anne Holt. Et c'est une série qui suit une policière qui est suspendue mais qui se retrouve impliquée dans une enquête criminelle lorsqu'une tempête de neige fait rage. C'est un huis clos, vous l'aurez compris. Et ça nous vient d'Europe du Nord aussi. D'où mon accent coupé. Ah oui, c'est ça. Très bien, très bien. Et enfin, on terminera par Disney+, puisque le 27 janvier sort la série en 8 épisodes Paradise. C'est la série attendue sur la plateforme en ce début d'année, puisqu'il s'agit de la nouvelle série dramatique créée par Dan Fogelman, juste le créateur de This Is Us. Elle met en vedette Sterling K. Brown, Julianne Nicholson et James Marsden. James Marsden qui va jouer ni plus ni moins que le président des États-Unis. D'accord, pourquoi pas. Bon, ça lui ira bien. Il a pris un petit coup, c'est plus le jeune premier qu'on avait connu il y a 20 ans dans les X-Men. Donc la série suit Xavier Collins, un agent des services secrets au sein d'une communauté utopique où se réunissent les personnalités les plus influentes du monde. Et ce dernier est accusé du meurtre de l'ancien président Carl Bradford, interprété, comme on l'a dit, donc par James Marsden. L'intrigue explore les thèmes de pouvoir, de loyauté, de relations complexes au sein d'un récit intense et riche en suspense. 8 épisodes, je ne sais pas si ça vous a convaincu. En tout cas, ce sera sur Disney+ à partir du 27 janvier. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Juliana. Merci. Ouais. Je te propose par contre de rester assise bien confortablement sur ton siège, car tu vas maintenant passer à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Juliana Grignon. Juliana, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quelle utilisatrice de plateforme tu es. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire. Qu'est-ce qui t'attire en priorité sur une plateforme ? Priorité au cinéma, toujours, et à la série, vraiment pas de très loin. Pour le coup, je suis plutôt ouverte à ces deux genres, et du documentaire, mais sur Roku majoritairement, parce que je pense que je connais pas assez l'écosystème
du doc pour me lancer. Enfin voilà, ou alors c'est de la curiosité, mais vu que les journées ne font que 24 heures, comme on le sait, il faut quand même s'orienter, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer justement toutes les plateformes à tes habitudes ? Tu te souviens de la série déclencheur qui t'a fait t'abonner comme ça Je pense que pour le coup, je vais tricher sur cette question. Mon métier m'a quand même obligé à m'abonner assez tôt aux plateformes, parce que c'est très important quand on écrit aussi de se tenir au courant de ce qui se fait à travers le monde et des tendances. Et même moi, par goût, j'avais très très envie. Je pense que pour le coup, moi, mon papa était abonné à Canal+, il l'est toujours d'ailleurs, et c'est ça qui m'a déjà mis sur le truc du ciné à la demande et des séries à la demande aussi. Et après, évidemment, j'ai pris le wagon Netflix avec tout le monde quand il est arrivé, et j'ai suivi, et j'ai beaucoup de plateformes pour le taf. D'ailleurs, tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour, je sais pas, genre des séances de rattrapage, tout ça ? Franchement, les deux. Vraiment les deux, je mélange. J'essaye de suivre encore une fois les recos des gens dont je m'aligne sur les goûts, ou en tout cas où je trouve des regards intéressants. Mais j'aime bien aller chercher des classiques que j'ai pas vus. J'aime bien aller diguer au fond des plateformes de temps en temps. Est-ce que malgré tous tes abonnements, tu loues encore des VOD ? Oui, et je le fais sur Univers Ciné souvent. Je trouve qu'ils ont une offre très intéressante avec un vrai parti pris édito qui, moi, en tout cas, est dans ce que j'aime. Et ça m'arrivait de le faire à l'époque de 2 heures de perdu, pas mal quand il y avait des films qu'on ne trouvait pas, je louais. Mais sinon, j'ai tellement de plateformes que c'est assez rare quand même que j'en sois à louer un film qui ne soit pas dispo ailleurs. Quel est ton rapport avec le cinéma en salle ou même avec la télévision depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Moi, je suis un peu la team salle de cinéma. Pour le coup, je regrette souvent que des films de grands réalisateurs, grandes réalisatrices n'aient pas d'offre en salle quand ils sortent directement sur les plateformes. Je fais partie de ces gens-là. Je trouve qu'il y a quand même un bémol sur le fait qu'on ait énormément d'offres. C'est aussi que les films passent inaperçus, et que je trouve que maintenant les sorties sont parfois presque des non-événements. C'est-à-dire qu'un film vit sur une semaine ou deux au moment de son actualité, et en fait part dans les tréfonds de l'algorithme, voilà, moi Ce qui est un peu le défaut de la salle de cinéma aussi. On sait que la durée de vie d'un film ordinaire, c'est 2 semaines dans les salles. Oui, mais là où je trouve que dans les salles, en fait, tu le vois une première fois en salle, ensuite il a une sortie VOD, donc il est remis au devant de l'actualité. Alors après, ça dépend évidemment de la distribution qu'il a, de l'étendue, mais ensuite il arrive sur Canal, donc il y a aussi une fenêtre diffusion Canal. Il y a aussi quand il arrive à la télé pour la première fois, c'est En plutôt DVD. En DVD évidemment, en Blu-ray. Donc un film finalement, quand il sort en salle, il a plusieurs pics d'actualité. Là où un film qui sort sur une plateforme, il sort sur une plateforme et c'est fini. Après, il peut continuer à vivre, évidemment. Moi, par exemple, j'ai découvert Okja il y a moins d'1 an, et je l'avais pas du tout vu à sa sortie, mais il était dans ma liste des films qu'on m'avait conseillé à rattraper. Mais je pense que moi, j'ai une liste de films. Je suis pas sûre qu'on ait tous les mêmes techniques et les mêmes envies, et un film qui aurait pu intéresser quelqu'un au cinéma, qui l'a loupé au cinéma, qui le rattrape en VOD ou qui le rattrape en DVD après, ou sur Canal, ou j'en sais rien, ou à la télé. Pour le coup, un film qui sort sur une plateforme, si tu le loupes alors qu'il est mis en avant et qu'ensuite tu l'as pas dans une liste ou quoi que ce soit, c'est rare de se balader dans un catalogue et de se dire « Ah, mais oui, ce film qui était sorti en exclusivité sur cette plateforme il y a 4 ans et demi, évidemment que je vais me lancer et que je vais le regarder. » Donc c'est un peu le défaut, je trouve, aujourd'hui. Et après, j'adore l'expérience de salle en tant que telle. Moi, j'avoue que je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes de concentration, et avec nos smartphones, avec nos téléphones, et la salle, quand tout le monde joue le jeu, ça reste quand même un endroit où on est tous là pour la même chose pendant 2 heures, et on est tous coupés aussi de notre vie, et c'est chouette, quoi. Ouais, j'en profite aussi pour rappeler aux plateformes, il faut les supplier d'entretenir leur patrimoine. Et d'y faire très attention, de stocker et de savoir comment mettre à disposition les choses. Par exemple, quand Disney Plus enlève Willow de la plateforme, la série Willow, tout simplement, c'est comme si elle partait dans les tréfonds de l'espace et qu'on n'y avait plus jamais accès. Donc, au fait, c'est pas que des produits que vous nous offrez, c'est aussi de l'art et c'est de la création artistique. Donc, s'il vous plaît, entretenez-la. Ouais, mais ça, hélas, je pense que c'est une histoire de gros sous. C'est pareil, Westworld aujourd'hui, si tu veux regarder Westworld, faut t'armer de patience. Alors, si tu veux passer par des moyens légaux, en tout cas, c'est
c'est compliqué, mais je crois que, on est dans un système où parfois ça coûte plus cher pour eux de garder les séries que de les mettre dans l'oubli. Donc c'est ça qui est aussi. On revient à Sévrance. Parfois, les choses n'ont pas de sens. C'est mais quand je même crois absurde. que Westworld existe au format physique, c'est-à-dire vidéo Blu-ray, alors que Willow, je crois que c'est pas le cas. Mais c'est un exemple. Voilà. Après Willow, je dirais que c'est pas trop grave. Oh moi, j'ai aimé ça. Est-ce que tu es plutôt serial binger ou consommatrice raisonnée ? Bon, ça dépend des périodes. En réalité, ça dépend de mon quotidien et de mon travail. Après, ce qui est bien dans mon travail, c'est que parfois, tu peux binger en te disant « ça, c'est pour le travail ». Mais j'ai été journaliste sur jeux vidéo. Non, mais après, j'avoue, j'ai du mal à m'arrêter quand quelque chose m'accroche vraiment. Donc, je peux basculer dans le binge assez facilement. Télé du salon, tablette au lit ou ailleurs, téléphone dans les transports, c'est quoi ton support favori pour regarder des contenus plateforme ? Alors, jamais dans les transports sur téléphone. Je crois que c'est ma limite pour l'instant. C'est que c'est trop petit. Enfin, je suis peut-être une vieille personne, mais moi, j'ai besoin d'avoir des images et des sous parce que je regarde en VO un peu plus grand. Télé du salon, c'est l'idéal parce que c'est quand même cool. Et j'avoue, quand je suis un peu fatiguée et quand c'est des séries qui ne me demandent... Enfin, comment dire, qui ne sont pas à admirer sur un grand écran. Ça, je fais un peu attention. J'avoue que quand il y a des beaux décors, des beaux costumes, des beaux trucs comme ça, je les regarde plutôt sur la télé. Et sinon, sur des séries un peu genre sitcom, trucs comme ça, pas de problème pour passer de la télé à l'iPad pour avant d'aller me coucher tranquille. Est-ce que les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec tes proches en dehors de tes activités professionnelles ? Oui, parce que la génération de nos parents est quand même plutôt branchée, plateforme. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes algorithmes pour le coup. C'est-à-dire qu'ils me parlent de trucs, j'en ai jamais entendu parler. Et moi, je leur parle de trucs qu'ils n'ont jamais entendu parler. Donc c'est assez amusant. Mais je trouve que pour le coup, je nommerais aussi Arte, qui est une plateforme en plus d'être une chaîne. Il y a quand même pas mal de choses dont on peut discuter en famille, avec ses proches, mais même en documentaire. En fait, je réalise que je regarde quelques documentaires sur Arte. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a Mubi aussi. Alors Mubi, c'est quand même un peu plus pointu. Je ne sais pas si j'en parlerai avec mes parents, mais peut-être avec des potes qui sont fans de ciné. Pour le coup, on peut se retrouver à parler de Mubi aussi. Donc oui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même assez présent dans nos vies en général. Après, moi, je suis un peu monothématique, donc j'imagine que même en dehors du travail, je gonfle mes proches à parler de ça tout le temps, quoi. Petite question business. Comment tu récompenserais toutes les productions issues des plateformes ? Tu créerais des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent déjà ou tu créerais une cérémonie dédiée ? Comment tu imagines ça ? Oui, pourquoi pas créer une cérémonie dédiée et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être réactualiser certaines choses qui sont sorties sur les années précédentes pour les remettre en valeur ou pour les remettre à jour. On pourrait s'imaginer les 10 films de plateforme de ces 10 dernières années, qu'on les récompense, on en choisit, je sais pas, une par an, etc. Et après, c'est remis en tête de catalogue ou mais avec des comment dire. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Parce que plateforme, on a effectivement donc toutes les plateformes qui sortent leurs films directement, mais qui ne les mettent plus en salle. Mais est-ce qu'on intègre à ces plateformes les plateformes type Canal, type Arte, est-ce que du coup, on ne récompense que le contenu original créé cinéma, en tout cas créé pour la plateforme directement, mais en même temps, les séries, il y a déjà pas mal de cérémonies qui récompensent les séries des plateformes sans qu'on ait à créer quoi que ce soit en plus. Pour le coup, je sais pas. Moi, j'en reviens à ce que je disais. J'aimerais que les films vivent plus. Peut-être qu'on en produise un petit peu moins ou de manière un petit peu plus choisie. Je dis ça, je me tire une balle dans le pied. C'est c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour moi. Mais je regrette en tout cas que les films se perdent comme ça dans les méandres de l'algorithme. Dernière question. Tout simplement, quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? C'est dur, c'est hyper dur parce que moi je crois à la complémentarité des plateformes. C'est un peu triché que de répondre ça, je sais, mais j'estime que c'est hyper important d'aller regarder des choses très différentes à des endroits très différents. Et je vous dis pas ne regardez que des choses sur Arte ou sur Mubi. Au contraire, moi je suis partisane du fait que il faut être curieux de tout le temps. Et je crois que je serais très malheureuse si je n'avais qu'une plateforme à choisir. Mais peut-être je feinterais et je choisirais une plateforme qui me permet de voir beaucoup de cinéma, type Canal, qui a des films rapidement après, pour le coup. Mais c'est vraiment pas mon choix non plus. Un premier, c'est... Arte, c'est pas mal. Arte, ils ont vraiment de tout.
Ils ont du concert, ils ont du doc, ils ont la série, ils ont du cinéma. Voilà. Après, moi, je pense que je suis très heureuse d'avoir Disney aussi. Enfin, de revoir. Je pourrais pas ne pas revoir les films de mon enfance Disney, ce serait trop compliqué. Du coup, une réponse collégiale. Non, mais désolé, c'est Non, dur mais de t'as le droit, choisir. t'as le droit, t'as le droit. Et c'est pour ça que la question n'est pas quelle est la plateforme que tu aimes le moins. C'est toujours positif. C'est quelle Oui, est oui, celle bien que sûr. tu aimes le plus. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Non, mais c'est difficile d'en choisir une seule, justement parce que moi, j'en utilise jamais une seule. Enfin, c'est très, très rare que je sois toujours sur Netflix ou toujours sur... Je me lasse assez vite et j'ai besoin d'aller voir les différences de ton, les différences de... Mais Disney, ils ont récupéré FX et FX, ils font vraiment des trucs cool, enfin, pour le coup. Donc, je sais pas. Apple, c'est super aussi. Apple, c'est le nouveau HBO. Je sais pas quoi vous dire. Vraiment, non, franchement, j'ai du mal à choisir. Désolé. Merci beaucoup, Juliana. Merci à vous. Merci. C'était Original saison 1, épisode 11. On remercie notre invitée, donc Juliana Grignon, scénariste de fiction pour les plateformes et la télévision, et toujours Magic Andou à la production. On remercie aussi Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Et nous, Merci, les amis, oui. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Salut.